Ce Grand Prix risque d'être crucial pour certaines écuries et je vais bien sûr vous en parler. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle preview. Cette fois-ci la preview du Grand Prix de Bahreïn 2025. Un Grand Prix que j'attends tout particulièrement puisque certaines écuries vont rapporter des évolutions. Je parle notamment de Ferrari. Je vais bien sûr y revenir, des évolutions qui pourraient permettre à la Scuderia de régler certains des gros problèmes arrivés depuis ce début de saison. Donc on est parti pour cette preview. Dans un premier temps, un petit tour sur ce tracé, hein, même si on va pas se mentir, on le connaît pas mal déjà, ce circuit de Bahreïn. Puis ensuite, dans une seconde partie, je vous donnerai un petit mot concernant certaines écuries et on terminera avec mon pronostic comme d'habitude. Et j'en profite d'ailleurs pour vous montrer le seul pronostiqueur gagnant, puisque oui, chaque semaine, je vous demande de me laisser votre pronostic, enfin du moins votre podium dans l'ordre. Et si vous avez le bon podium dans l'ordre, eh bien je passe les pronostiqueurs vainqueurs pour la prochaine preview. Donc il n'y a eu qu'une seule personne qui a trouvé le bon pronostic. Donc bien joué à lui. Vous avez été nombreux à mettre Max Verstappen en tant que vainqueur. Malheureusement, derrière, ça ne suivait pas. Moi, j'avais mis Norris, Piastri et Verstappen. J'avais eu le podium, mais dans le désordre, malheureusement. Donc en tout cas, voilà, bien joué à lui. Et n'oubliez pas de me laisser votre pronostic dans les commentaires. N'oubliez pas également de laisser un petit like, un petit abonnement. Ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne YouTube. Et on est parti, les amis, pour cette preview du Grand Prix de Bahreïn 2025. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tracé que vous ne connaissez pas déjà? Je pense pas grand-chose, hein, forcément, puisque c'est un circuit qu'on connaît très bien. Le tracé de Bahreïn est déjà revenu en début de saison avec les tests de pré-saison. Les écuries ont énormément de données, de data sur ce tracé, des données qu'on va pouvoir probablement comparer avec celles d'aujourd'hui, notamment pour les écuries qui ont rapporté certaines évolutions. Ça sera plutôt intéressant de pouvoir comparer ces données. C'est un circuit où on retrouve 3 zones de DRS, dont 2 après des virages lents. Donc c'est un circuit qui va venir logiquement favoriser les dépassements, un circuit où on aura bien plus de dépassements, je l'imagine, que ce qu'on a pu constater à Suzuka. Le premier et troisième secteur vont venir favoriser la vitesse de pointe, alors que le deuxième secteur va être un petit peu un mixte entre des virages lents, des virages rapides. Donc il va falloir plutôt bien s'adapter à ce tracé. Autre chose à prendre en considération, bien sûr, les pneumatiques. Comme la semaine dernière au Japon, on reste sur les C1, les C2 et les C3, donc la gomme la plus dure que peut proposer Pirelli. Et d'ailleurs, cela risque d'avoir un impact sur les stratégies, hein. Je pense clairement qu'on se dirige vers une stratégie à un seul arrêt. Après, attention tout de même à l'undercut, hein, qui risque d'être quand même plus puissant que ce qu'on a pu voir à Suzuka. Mais dans l'ensemble, on reste quand même sur un Grand Prix qui est beaucoup plus ouvert. La qualification, à l'inverse de ce qu'on a pu voir à Suzuka, encore une fois, la qualification ne sera pas autant importante qu'à Bahreïn, puisque à Bahreïn, tu peux dépasser. Voilà, tu peux dépasser d'autres monoplaces. Il y a 3 zones de DRS pour pouvoir dépasser. Donc il y a moyen tout de même de pouvoir te rattraper si jamais tu te plantes en qualif. Donc voilà, les amis, concernant ce tracé, je pense que je vous ai à peu près tout dit, enfin du moins l'essentiel. Je vous montre tout de même les horaires. Au niveau des températures, comme d'habitude, on est sur de la haute température. Cela risque probablement d'avoir un impact sur certaines écuries. Je pense par exemple à Mercedes. Après, bien sûr, à voir maintenant comment cette W16 va se comporter. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà concernant ce circuit. Donc on est parti pour la première écurie que je dois aborder avec vous. C'est bien sûr McLaren. Alors McLaren n'a pas gagné la semaine dernière dû à une très grande performance de la part de Max Verstappen. McLaren n'a pas gagné, certes, mais il ne faut pas se mentir, il faut rester un minimum réaliste. McLaren, je les considère encore une fois comme les favoris. La performance de Max Verstappen, elle était imprévisible, mais cette performance risque probablement de ne pas forcément se reproduire sur un tracé qui est beaucoup plus ouvert au dépassement. Là où McLaren a énormément de mal, c'est au niveau de la traînée. Ça, je vous l'ai déjà dit. Là où McLaren a beaucoup plus de facilité, c'est au niveau de l'appui. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais le plus gros problème de McLaren et qu'on a pu constater à Suzuka, c'est notamment le dirty air, l'air sale. Dès que cette McLaren se retrouve derrière une autre monoplace, des 4 top teams, si je peux dire top team, c'est logiquement celle qui a le plus de mal. C'est vraiment celle qui a le plus de mal. Et ça, c'est dû à un aileron avant qui est beaucoup trop chargé, à un aileron avant qui a du mal à gérer le flux d'air, à un aileron avant qui produit beaucoup plus d'appui que d'autres monoplaces telles que la Red Bull, telles que la Mercedes. Donc dans l'air propre, c'est un avantage non négligeable, hein, d'avoir un appui naturel. Ça va énormément t'aider dans les virages rapides. Par contre, dans l'air sale, elle va perdre énormément d'appui dû au flux d'air qui est modifié par la voiture d'en face. Eh bien, elle va perdre un appui assez considérable au niveau de l'aileron avant, elle va perdre un appui assez considérable au niveau du plancher. Donc ce dirty air va faire en sorte que la McLaren ne va pas s'en sortir derrière une autre monoplace. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes les écuries, hein, mais au niveau du dirty air, je trouve, hein, que la McLaren ne s'en sort
Pas du tout, vraiment. Si on compare la McLaren et la Mercedes est bien plus performante quand elle se retrouve derrière une autre monoplace. Pour le moment, c'est la plus grosse faiblesse de McLaren. Par contre, il faut rester un minimum réaliste. Lors des tests de pré-saison, ils avaient été éblouissants sur ce tracé. Ils disposent d'un appui assez considérable qui va énormément les aider, notamment dans le serpent du deuxième secteur. Certes, ils n'ont pas forcément la meilleure traînée. Voilà, ils ont un peu trop de traînée pour au mieux performer dans les lignes droites. Mais mis à part cela, dans d'autres aspects, ils restent au-dessus, comme par exemple la dégradation des pneus, et cela risque de logiquement plutôt bien les aider sur ce tracé. On continue avec la deuxième écurie au classement constructeur. Oui, ils sont bel et bien deuxième, hein. Ils continuent de grappiller quelques points. Alors certes, au Japon, ça a été un petit peu plus compliqué, notamment pour George Russell qui a eu beaucoup de mal à s'adapter à sa monoplace. Une monoplace plutôt instable à l'avant, donc c'était très compliqué pour lui dans le premier secteur. Là, pour ce tracé, je pense que Mercedes sera présent. Après, il y a quand même un facteur qui me fait un petit peu peur. Un facteur qu'on n'a pas retrouvé énormément depuis ce début de saison, c'est la chaleur. La chaleur, j'ai hâte de voir comment cette W16 va se comporter sous de fortes températures, puisque ça a été un problème la saison dernière pour la W15. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont réussir à gérer cet aspect. Au niveau des forces et des faiblesses, je vous en ai déjà parlé, mais en termes de faiblesse, bon, elle a encore un petit peu de mal, notamment dans les virages lents. Là, on arrive sur un tracé où il y a énormément de virages lents, donc ça pourrait peut-être leur faire mal d'une certaine manière. Par contre, elle a des forces qui ne sont pas négligeables sur ce circuit. Je pense par exemple à la vitesse de pointe, je pense à la traction de cette W16. Derrière la Ferrari, je trouve que c'est l'une des monoplaces qui a la meilleure traction. Donc ce sont des forces de cette W16 qui vont probablement aider les pilotes à encore une fois aller chercher un bon résultat. George Russell, je rappelle qu'avant le Japon, il était sur 2 podiums d'affilée. Il ne faut surtout pas l'oublier. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus à l'aise dans cette voiture. Bon, ça n'a pas été le cas au Japon, mais tout de même. Andrea Kimi Antonelli également, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Là en plus, il est sur un tracé qu'il connaît, hein. Je rappelle qu'au Japon, à Suzuka, il n'avait jamais été à Suzuka auparavant. Donc là, il est à Bahreïn sur un tracé qu'il connaît très bien. Donc j'imagine une bonne performance du jeune pilote italien. On continue avec Red Bull, et Red Bull sort d'un très bon week-end, hein, surtout au niveau de Max Verstappen. Encore une fois, quelle performance de Max Verstappen. Tu te rends compte qu'il a fait une performance de fou furieux quand même les gens qui n'aiment pas Max Verstappen, eh bien, te disent « Ouais, j'avoue, là, il a été chaud. Il était très chaud à Suzuka, et c'est une réalité, parce que je pense que là, c'était forcément l'un de ses meilleurs week-ends en carrière, et j'ai pas peur de le dire. Donc là, il arrive à Bahreïn avec une certaine confiance, une confiance qui n'est pas négligeable, mais malgré cela, je n'oublie pas tout de même certaines lacunes de cette RB21, puisque oui, la RB21 a certains avantages, notamment l'efficacité aérodynamique, notamment sa traînée. C'est une voiture qui profite de très peu de traînée, donc dans le premier secteur et dans le troisième secteur, ça risque d'y aller plutôt fort, hein, pour cette Red Bull. Par contre, là où elle a un petit peu plus de mal, c'est sur les zones de traction et dans les virages lents. Et là, sur ce tracé, on retrouve énormément de zones de traction. Je pense par exemple au premier virage qui est ultra important. Tu te foires au premier virage à Bahreïn, et même en qualification, eh bien c'est tout de suite très compliqué de pouvoir gérer ton tour. Mis à part cela, je pense bien sûr à tous les virages lents, tout particulièrement le virage juste avant de rentrer dans le troisième secteur. Je pense que celui-ci peut faire mal à certaines écuries, et j'imagine que pour Red Bull, ça sera probablement le cas. Mis à part la traction et les virages lents, il faut savoir tout de même que lors des tests de pré-saison, moi je m'en rappelle très bien, la Red Bull avait été énormément touchée par la dégradation. Donc ça peut également devenir un autre problème à ce niveau-là, puisque quand tu es en manque de traction, et surtout en manque de grip, c'est tout de suite très compliqué de pouvoir au mieux gérer tes pneus, et ça peut devenir un problème. Après, encore une fois, et comme je vous le dis chaque semaine, je vous l'ai dit même la semaine dernière, Max Verstappen reste imprévisible, même avec la 3e ou 4e voiture du plateau, il peut te faire des étincelles. Donc il ne faut surtout pas le sous-estimer, mais par contre, il faut rester encore une fois réaliste. Sur ce tracé, Max Verstappen peut très bien aller chercher la pole. Par contre, ça sera beaucoup plus difficile pour lui de défendre sa position, comme ça a été le cas à Suzuka. Là, on est quand même sur un tracé avec 3 zones de DRS. Si par exemple les McLaren se retrouvent derrière, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je vois les McLaren en difficulté à cause du dirty air, mais par contre, je vois les McLaren avoir beaucoup plus de facilité à dépasser Max Verstappen si c'est le cas. Si Max Verstappen arrive encore une fois à se hisser devant les deux McLaren. Donc encore une fois, très compliqué de pouvoir juger exactement les performances de cette RB21. Après, on verra ce qui se passera pour eux, mais encore une fois, il ne faut pas les sous-estimer, et il reste un véritable danger. Et on continue avec Ferrari, et moi je vais vous le dire, honnêtement, je ne sais pas si ça sera le cas, mais on est peut-être dans un tournant pour la Ferrari. On est peut-être sur le Grand Prix
un Grand Prix décisif pour le début de saison de la Scuderia Ferrari. J'ai pas envie d'aller trop loin non plus, mais la Scuderia Ferrari est la première équipe. Enfin, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu une autre équipe notamment qui a rapporté un nouveau plancher, je vais en parler juste après. Mais c'est la première top team à rapporter une évolution sur la monoplace. On parle d'une évolution au niveau du plancher. Alors si on parle des problèmes de la Ferrari, ils sont très très simples. Je vous les avais déjà donnés la semaine dernière, mais il y a un véritable problème au niveau du train arrière de cette monoplace. Un train arrière qui est extrêmement instable, un train arrière qui va avoir un impact également sur l'interaction entre la mécanique et l'aérodynamique du véhicule. Un train arrière qui va également avoir un impact assez considérable sur ta hauteur de caisse. Quand tu vas devoir rouler avec une hauteur de caisse 3 mm au-dessus, ça va avoir un impact sur la stabilité arrière de ta monoplace. Et c'est le cas aujourd'hui pour la Scuderia. Et Lewis Hamilton nous l'avait déjà dit. Lewis Hamilton nous avait pointé du doigt le problème la semaine dernière. Il nous avait dit clairement que la hauteur de caisse était le problème. Ferrari, pour essayer d'économiser le plancher, eh bien Ferrari augmente la hauteur de caisse, ce qui fait en sorte qu'ils perdent une certaine charge aérodynamique à l'arrière. Et là, ça devient un véritable problème. Donc il fallait un changement à ce niveau-là. Et ce changement, eh bien c'est ce week-end. Puisque oui, Ferrari va rapporter un nouveau plancher. Il y aura également des modifications, certaines modifications au niveau du beam wing, au niveau des freins, enfin tout ce qui constitue l'arrière de la monoplace. Donc on peut s'attendre probablement, pourquoi pas, à un retour de Ferrari. Et en plus, on est sur un tracé qui réussit par moment à la Ferrari. Historiquement, Ferrari a toujours tendance à plutôt bien s'en sortir sur ce tracé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un tracé où il faut une bonne traction. La SF25 a une très très bonne traction. Moi, je vous le dis très très honnêtement, si ce plancher réussit à résoudre les problèmes de la Scuderia et s'il permet à la Ferrari de trouver exactement les meilleurs réglages, hein, puisque oui, cette hauteur de caisse joue d'une certaine manière dans la fenêtre de configuration. S'ils arrivent à trouver les bons réglages, s'ils arrivent à réduire au maximum le sous-virage et à réduire au maximum l'instabilité à l'arrière, je vois pourquoi pas cette voiture exprimer enfin son réel potentiel ce week-end. Après voilà, par rapport à ce que l'on sait, j'ai pas envie de vous donner de l'espoir, vraiment. Je préfère qu'on prenne encore une fois un petit peu de recul, mais d'une certaine manière, moi je suis quand même optimiste. Voilà, je suis optimiste. Donc voilà, les amis, concernant la Scuderia Ferrari, en tout cas vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. Pour l'instant, on prend un petit peu de recul, hein. On attendra de voir quel sera l'impact de ce plancher sur cette SF25, et bien sûr, comptez sur moi pour vous en parler dès dimanche. Et on continue avec les deux dernières écuries que j'ai envie d'aborder très rapidement. Déjà, Williams, je m'attends à une bonne performance de la Williams. 3 zones de DRS, hein, quand même, je le rappelle. On est tout de même sur l'une des monoplaces les plus rapides sur les lignes droites. On a pu le voir en Australie, on a pu le voir en Chine. Et même avec un très grand Alexander Albon, hein, encore une fois. C'est incroyable ce début de saison de Williams. Je rappelle que Williams en 2024, c'est 17 points marqués pendant toute la saison. Là, c'est 18 points en 3 Grands Prix quand même. 18 points en 3 Grands Prix. Donc très grand Alexander Albon, encore une fois. Très belle remontée de Williams également, donc je les vois potentiellement dans les points ce week-end. Au niveau des autres écuries, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer en termes d'évolution. Je sais que Haas a rapporté un nouveau plancher qui a été d'ailleurs configuré d'une différente manière pour les deux pilotes, ce qui aurait expliqué les difficultés d'Esteban Ocon à Suzuka. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser hein, vis-à-vis d'Esteban, puisque oui, j'ai pas été ultra tendre avec lui. Je comprenais pas vraiment cet écart de performance face à son coéquipier. Peut-être que ce plancher a eu quand même un impact assez significatif dans la performance d'Esteban. Donc voilà, on verra ce qui se passera pour lui ce week-end. Autre écurie que j'aimerais également aborder, c'est Alpine. Alpine qui n'a toujours pas marqué de points malheureusement. Alpine qui n'est jamais très loin de la zone des points. C'est vraiment dommage. On sent que cette voiture a tout de même un certain potentiel, mais j'ai hâte de voir les premières évolutions puisque je pense sincèrement qu'ils ne sont pas très loin de pouvoir atteindre exactement le niveau qu'ils veulent atteindre. Et sur les 3 premiers Grands Prix, je reste vraiment sur ma faim d'une certaine manière puisque j'ai vraiment l'impression que Alpine peut faire mieux. Et ça sur beaucoup d'aspects. J'ai vraiment l'impression que si il y a certaines évolutions qui arrivent, cette Alpine pourra enfin débloquer exactement cette petite performance qui permettra aux pilotes de pouvoir plus facilement se hisser dans le top 10. Donc on est parti pour le pronostic et je vais essayer de rester comme d'habitude le plus réaliste possible. Certes là on reste sur une victoire de Max Verstappen, mais je ne sais vraiment pas s'il sera... Enfin, lui, je n'ai aucun doute, mais je ne sais vraiment pas si sa voiture lui permettra d'aller chercher une deuxième victoire consécutive. Donc je vais rester tout de même sur quelque chose d'assez réaliste. Je vais mettre une McLaren en tant que vainqueur. Par contre, je ne vais pas mettre Lando Norris, je vais plus miser sur son coéquipier. Si on regarde bien depuis ce début de saison 2025, en Australie, Norris termine devant Piastri. En Chine, Piastri termine devant Norris. Au Japon, Norris termine devant Piastri.
Donc pourquoi pas, eh bien à Bahreïn, Piastri termine devant Norris. Donc voilà, je vais juste inverser les deux McLaren, même si une victoire de Lando Norris est totalement possible hein. Également, ça il ne faut surtout pas l'exclure, surtout qu'il n'a pas gagné maintenant depuis 2 courses, donc peut-être qu'il reviendra sur la première marche du podium. En deuxième position, bon je vais rester sur Lando Norris, hein, je vais mettre un doublé McLaren, ça ne me surprendrait pas du tout. Même si je sais très bien qu'il y a encore une fois Max Verstappen d'un côté, il y a encore une fois George Russell de l'autre, il y a encore une fois un potentiel retour des Ferrari, et on en arrive à ce troisième, et c'est toujours le troisième qui est le plus difficile à trouver d'une certaine manière. Donc là j'avoue que pour le troisième pilote, j'y vais un petit peu, c'est un peu de la loterie pour moi, c'est un petit peu de la loterie. Mais bon, je vais rester tout de même sur le pilote qui est le plus en confiance depuis la semaine dernière, et surtout le pilote qui a pu battre les McLaren à la régulière. Je vais rester bien sûr sur Max Verstappen. Donc là les amis, je vous invite vraiment à mettre vous ce que vous pensez. Je vous ai mis un pronostic, certains vont me dire que je mets tout le temps le même pronostic, mais c'est logique d'une certaine manière puisque les McLaren c'est la première force du plateau et le pilote qui a le plus de confiance derrière les McLaren c'est Max Verstappen. Si on parle au niveau des performances, je vous invite fortement à mettre George Russell en tant que troisième ou Andrea Kimi Antonelli, pourquoi pas un premier podium pour le pilote italien. Et si vous anticipez les évolutions, je vous dirais de mettre les Ferrari sur le podium. Donc c'est un pronostic qui reste assez ouvert. Donc voilà, n'oubliez pas de me laisser votre pronostic, encore une fois dans les commentaires. Hein. Mettez vraiment ce que vous pensez. Je sais qu'il y en a certains qui vont mettre les Ferrari sur le podium, vous avez bien raison. Je sais qu'il y en a certains qui vont mettre une Mercedes sur le podium, vous avez bien raison. Je sais qu'il y en a certains qui vont même pas mettre de McLaren. Peut-être que McLaren sera touché par une certaine traînée, hein. On ne sait pas ce qui peut se passer pour eux. Mais voilà, en tout cas je vous souhaite bonne chance. Sur ce les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. On se retrouve dimanche pour le débrief de ce Grand Prix de Bahreïn 2025. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.